Quand on pense aux lunettes, l'image qui vient souvent, c'est celle d'un outil nécessaire, quoi, purement fonctionnel. Oui, pour corriger la vue. Voilà. Mais, et si on les voyait autrement? Comme une toile miniature pour exprimer qui on est, un vrai accessoire d'art. C'est une idée intéressante. Il y a une marque qui, justement, semble incarner ça. Kirk & Kirk. Ah oui, c'est vrai que le design, le choix d'un matériau, la façon dont c'est fait, tout ça, ça peut vraiment transformer un objet du quotidien. Absolument. Il devient une signature, une extension de soi, en quelque sorte. Et l'objet prend une autre dimension quand il a une histoire, une intention artistique derrière. Tout à fait. Et c'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui avec Kirk & Kirk. C'est une marque britannique, connue pour son approche audacieuse, presque sculpturale du design. Mhm. Et puis il y a cette histoire familiale incroyable, pleine d'innovations qui remonte à plus d'un siècle, hein. Et surtout, ils utilisent un matériau qui sort vraiment de l'ordinaire. Oui, on va en parler. Notre discussion, elle s'appuie sur une analyse assez fouillée, tirée de nos sources. Kirk & Kirk Eyewear, Artistry, Innovation and Heritage. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble ce qui rend Kirk & Kirk si unique. On va plonger dans leur philosophie, leur ethos, comme ils disent. D'accord. On va remonter leur histoire familiale, regarder de près ce fameux matériau, le K-Lite, comprendre aussi comment ils fabriquent ça de façon artisanale et puis découvrir leur collection. Prêt pour cette exploration ? Ah oui, tout à fait. Ce qui va être passionnant, je pense, c'est de voir comment tout ça s'assemble. L'histoire, le matériau, le design, l'artisanat. Pour créer une identité de marque qui est non seulement forte, mais vraiment différente. Parce que le monde de la lunetterie de luxe, c'est compétitif, parfois un peu standardisé. C'est vrai. Donc se démarquer comme ça, c'est déjà quelque chose. Commençons par leur philosophie alors. Le cœur du réacteur. Kirk & Kirk, ils se voient pas juste comme une marque de lunettes. Le terme qu'ils utilisent, c'est mouvement artistique. Ah oui, c'est fort comme terme. C'est une sacrée déclaration. Pour eux, c'est une fusion, l'héritage familial d'innovation, l'exploration des matériaux et puis un engagement total envers l'artisanat. Et ça, c'est pas juste du marketing, j'imagine. Ça se voit dans le produit. Apparemment, oui. Oui, ça irrigue vraiment leur approche. Les montures sont pensées dès le départ comme des pièces pour s'exprimer, quoi. Des catalyseurs de personnalité. Créativité, à avoir confiance en leur style. C'est une démarche qui cherche vraiment à bousculer un peu les codes, les conventions de la lunetterie. Proposer autre chose. Voilà. Proposer une alternative, vibrante, audacieuse, réimaginer ce que des lunettes peuvent être, en fait. Et pour comprendre cette audace, justement, il faut regarder d'où ils viennent. L'histoire familiale, elle est clé. Et ça nous ramène, accrochez-vous, en 1919, Ah oui, quand même. à Londres. Sidney et Percy Kirk fondent Kirk Brothers. On parle d'une lignée qui traverse tout le XXe siècle. Incroyable. Et la marque, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec ce style si particulier, elle a été relancée, réinventée en 2013 par Jason et Karen Kirk. Les descendants directs? C'est ça, ils ont insufflé une nouvelle énergie tout en respectant cet héritage. Et ce qui est fou dans cet héritage, c'est pas seulement la durée, c'est cette culture de l'innovation qui revient tout le temps. Presque une obsession d'être les premiers, de tester des trucs. Ah oui, mais comme quoi, par exemple ? Dès les années 20, figurez-vous, une époque où la logistique, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, ils lancent le tout premier service de livraison de verre à moto. À Londres ? Sérieux ? À moto ? Oui. Imaginez le truc à l'époque. Une rapidité jamais vue pour les opticiens, pour leurs clients. Ça montre déjà un esprit pionnier, quoi, pragmatique, tourné vers le service. C'est dingue pour l'époque. Et ça continue après ? Ah oui, loin de là. Plus tard, ils inventent le Facify Bridge. Le quoi ? Le Facify Bridge. C'était le tout premier système de pont nasal réglable. Avant ça, l'ajustement, c'était plus approximatif, on va dire. D'accord. Et ça montre qu'ils se souciaient déjà très tôt du confort. Un truc qui est toujours hyper important chez Kirk & Kirk aujourd'hui. C'était pas que le style, c'était déjà l'ergonomie. Il y a aussi cette histoire assez folle avec un de leurs produits, le verre de sécurité Motex, développé en 1937. Ça nous emmène ailleurs, ça. Ah oui, l'histoire avec Sir Malcolm Campbell. Effectivement, ça illustre bien la performance, la fiabilité de ce qu'il faisait. Raconte un peu. Ce verre Motex, il était super résistant. Et il a été choisi et porté
par Sir Malcolm Campbell quand il a battu son record du monde de vitesse sur l'eau, sur son fameux Bluebird K3. Ah ouais. On parle de conditions extrêmes là. La vitesse, les projections d'eau, le fait que leur verre soit associé à un exploit pareil, ça en dit long sur la qualité et la robustesse qu'ils recherchaient déjà. C'est une sacrée preuve de qualité. Exactement. Une preuve par l'exemple. Donc cette culture de l'excellence technique et du « on est les premiers à le faire », c'est vraiment dans leur ADN. Et c'est sans doute cette culture-là, ce besoin de faire différemment, qui les a poussés bien plus tard, avec la nouvelle génération, à faire un choix radical pour le matériau. Oui. Ils ont laissé tomber l'acétate de cellulose. Qui est pourtant la norme dans le haut de gamme. Exactement, le matériau roi, pour développer leur propre formule d'acrylique, le fameux K-Lite. Un sacré pari. Et c'est là que ça devient passionnant d'un point de vue technique et stratégique. Presque toutes les marques de luxe, même les plus grandes, elles utilisent l'acétate. C'est une belle matière, issue du coton, facile à travailler. Oui, on connaît bien. Mais Kirk & Kirk, eux, ils ont pris une voie complètement différente avec cet acrylique K-Lite développé sur mesure pour eux, en Italie en plus. C'est pas juste un changement de fournisseur, là, c'est un changement de paradigme matériel. Et ça a plein de conséquences sur le produit final. D'accord. Alors, parlons-en de ces conséquences. C'est quoi les avantages concrets pour nous si on porte ces lunettes? Le premier truc, et c'est peut-être le plus surprenant quand on voit l'épaisseur de certaines montures, c'est la légèreté. Ah oui, absolument. Le K-Lite, ça leur permet de faire des designs super audacieux, sculpturaux, avec des épaisseurs de 8 voire 10 mm. Ce qui serait très lourd en acétate. Exactement. Et pourtant, ça reste hyper léger sur le nez. Pour quelqu'un qui porte ses lunettes toute la journée, ça change tout. Fini le poids sur le nez en fin de journée. C'est un point absolument crucial. Cette légèreté, ça ouvre des possibilités de design qui seraient juste impraticables sinon. Et puis, il y a la question de la durabilité, du maintien de la forme. C'est-à-dire ? L'acétate, surtout s'il fait chaud, dans une voiture l'été par exemple, il peut avoir tendance à se déformer un peu, à s'élargir. Ah oui, ça arrive. L'acrylique K-Lite, lui, il est beaucoup plus stable. Il garde sa forme, donc l'ajustement reste nickel, les lunettes se desserrent pas avec le temps, c'est un gage de longévité et de confort constant. Et puis, il y a les couleurs. Ça, c'est vraiment leur signature visuelle, on dirait. Le K-Lite, il permet des trucs particuliers niveau couleur et transparence. Tout à fait. L'acrylique, ça permet d'avoir des couleurs d'une intensité, d'une profondeur assez incroyable. Souvent en travaillant par couches ou avec des inclusions, on trouve des teintes vraiment exclusives, vibrantes. Comme quoi ? Ils ont un violet sucré, un cerise super lumineux, un vert cosmique. Et il y a cette translucidité qui joue avec la lumière d'une façon unique. Ça crée cet effet bijou, un peu comme si la matière était éclairée de l'intérieur. Ah oui, je vois. C'est très différent du rendu de l'acétate, qui est beau aussi, mais souvent plus opaque ou plus nacré. On comprend mieux l'idée de mouvement artistique. La couleur devient vraiment un outil d'expression. Et à part l'esthétique et le confort, il y a d'autres avantages ? Oui, des trucs plus pratiques et responsables aussi. Le K-Lite, c'est un matériau qui est 100% recyclable. Bon, aujourd'hui, c'est quand même un argument qui compte. C'est sûr. Et en plus, il est hypoallergénique et non toxique. Pour les peaux sensibles ou ceux qui font des allergies, c'est pas négligeable, vu que les lunettes sont en contact direct avec la peau et longtemps. Donc on a un matériau unique, fait sur mesure, qui coche plein de cases. Layé, stable, couleur dingue, recyclable, hypoallergénique. Mais bon, un super matériau, ça fait pas tout. Faut le transformer, ce K-Lite. Exactement. Comment ils font ? On sait que le design vient de Kirk & Kirk, au Royaume-Uni, mais la fabrication, c'est où ? Oui, et ça, c'est un autre choix fort. Tout est fait à la main, en France. Et tout dans une seule usine. Une seule ? Une seule. C'est rare, ça. Ça garantit une cohérence, un contrôle qualité hyper poussé. Le processus est super méticuleux. Très très loin de la production de masse. Par exemple ? Prenons la finition. Après la découpe, l'assemblage, les montures brutes, elles passent environ 2 jours complets. 2 jours. À tourner dans des grands tonneaux. Avec de la pierre ponce, des petits copeaux de bois, c'est le polissage par tonnellage. Ça adoucit les angles, ça prépare la surface. C'est un temps fou juste pour préparer la lunette. Ah oui ? Et c'est que le début du polissage. Après ça, chaque monture est polie à la main, individuellement, avec différentes pattes, différentes brosses, pour obtenir cet éclat final, cette brillance profonde qui ressemble presque à du verre poli. D'accord. Ça demande une patience, une dextérité.
C'est vraiment de l'artisanat d'art appliqué à la lunette. On sent le souci du détail, oui. Et ça se retrouve aussi dans les aspects plus techniques, l'ingénierie de la monture. Tout à fait. Ils ne rigolent pas avec la qualité des composants. Les charnières, par exemple, c'est des modèles allemands à 5 barillet, on dit aussi knuckles. C'est réputé pour être hyper solide et ça reste fluide longtemps. C'est le genre de détail qui fait que la monture dure. Autre point technique, les plaquettes nasales. Souvent, elles sont ajoutées, collées ou vissées. Oui. Ici, elles sont intégrées, sculptent directement dans la masse d'acrylique du pont. Ça donne une surface de contact plus large, donc plus confortable. Et c'est super stable. Pas besoin de mettre des fils métalliques dans les branches pour que ça reste rigide, comme on fait souvent avec l'acétate. Parce que l'acrylique, lui, il est rigide de base. Malin. Et il y a cette petite touche finale, presque un clin d'œil, les animal pins, ces petites épingles sur les branches. Ah oui, les pins animaliers, c'est un peu leur signature discrète. Souvent des formes d'animaux stylisés, une mouche, un bélier, un lion. C'est mignon. Et c'est pas du toc, c'est fait en métaux précieux, argent sterling ou or 9 carats, et fabriqué à la main à Birmingham, en Angleterre, un haut lieu de l'orfèvrerie britannique. D'accord. C'est un détail charmant, ça ajoute une touche d'excentricité maîtrisée. Et ça renforce l'idée d'un objet précieux, unique. Ça fait le lien entre l'artisanat français de la monture et l'artisanat britannique du bijou. Ce mélange d'innovation matière, d'artisanat français pointu et de touches de design british, c'est vraiment intéressant. Et avec tout ça, ils ont créé différentes collections, j'imagine. Oui. Tu peux nous donner un aperçu? On a compris que la légèreté, c'est le point commun, même pour les plus costauds. C'est ça. Chaque collection a son caractère, mais toutes profitent des avantages du K-Lite. Alors, il y a la collection Kaleidoscope. Là, on est sur du 8 mm d'épaisseur. Elle est connue pour ses couleurs vives, souvent transparentes, translucides. Très pop? Oui, assez joueuses. Des formes parfois œil de chat, papillon. C'est l'expression pure de la couleur. On pourrait dire que c'est la plus ouvertement fun, voilà. Et si on veut quelque chose d'encore plus affirmé? Alors là, il faut regarder la collection Centena. On passe à 10 mm d'épaisseur. Ah oui. Ce sont des montures qui ont une présence incroyable, très sculpturale. Elles jouent avec les biseaux, les angles. Ça crée des effets de lumière qui font penser un peu au vitrail. C'est audacieux, architectural, une vraie déclaration de style. On ne passe pas inaperçu avec ça. Clairement pas, mais avec une sacrée élégance. Impressionnant. Et il y a une variation de celle-là? Oui, la Mat Centena. Même forme puissante que la Centena, mais avec une finition de surface mat, presque veloutée. Ah, intéressant. Ça change complètement la perception. La même audace dans la forme, mais avec une douceur au toucher, à l'œil. Moins de reflets, plus intérieur. C'est une super alternative si on aime la forme, mais qu'on préfère un rendu moins brillant. Il y en a pour tous les goûts alors, même si on préfère plus discret. Exactement. Il y a la collection Centile. Elle est pensée pour les visages plus fins ou pour ceux qui aiment l'esprit Kirk et Kirk, mais en plus délicat. D'accord. Les montures sont plus fines, les lignes plus douces. Mais on retrouve toujours cette qualité de couleur et cette légèreté du K-Lite. Et enfin, il y a Contour. Là, ils explorent des designs facettés, comme si la monture avait été taillée dans un cristal. Inspiré de la géologie un peu. C'est ça. Ça crée des jeux d'ombre et de lumière assez sympas sur la surface. Chaque collection, en fait, raconte une histoire différente. Ça donne vraiment envie de les essayer. Justement, en parlant de choisir, pour qui elles sont faites ces lunettes au final? Et est-ce qu'il y a des petits conseils pour choisir la bonne forme? Pour la forme, bon, on peut donner les repères classiques, même si le plus important c'est d'essayer et de voir ce qui nous plaît. Bien sûr. Traditionnellement, on dit que pour un visage rond ou ovale, les formes plus géométriques, anguleuses, il y en a beaucoup dans Centena ou Kaleidoscope, ça peut structurer un peu. D'accord. Inversement, pour un visage plus carré, rectangulaire, des formes un peu plus rondes ou qui remontent un peu, type œil de chat, comme dans Kaléidoscope ou Centile, ça peut adoucir. Logique. Les formes papillons, ça va souvent bien au visage en cœur. Et pour les visages longs, étroits, les montures plus épaisses, plus présentes comme Centena, ça peut aider à équilibrer. Mais bon, ça reste des règles généraux. L'expression perso avant tout. Et au-delà de la forme du visage, c'est aussi une question de personnalité, j'imagine. Qui sont les porteurs types de Kirk & Kirk, s'il y en a? D'après ce qu'on lit et l'image qu'ils projettent, oui, ça s'adresse clairement à des gens qui ont une sensibilité pour la mode, l'art, le design. Des personnes qui n'ont pas peur d'affirmer leur individualité, qui voient leurs lunettes comme un vrai accessoire de style, pas juste un truc utile. D'accord. Elles sont aussi hyper intéressantes pour ceux qui ont de fortes corrections visuelles. L'épaisseur permise par le K-Lite sans le poids, ça permet de masquer super bien les bords épais des verres. Ah oui, c'est un vrai plus, hein. Carrément.
C'est à la fois esthétique et confortable. Et plus largement, je dirais, elles séduisent tous ceux qui cherchent ce mariage assez rare entre une audace stylistique forte et un confort exceptionnel au quotidien. Et cette approche si particulière, j'imagine qu'elle ne passe pas inaperçue dans le milieu, hein? Non, effectivement, la reconnaissance est là. Certains modèles ont gagné des prix de design, comme la monture Thor, qui a été élue monture homme de l'année. Pas mal. Et puis, il y a la validation par des célébrités connues pour leur style assez pointu, original. On a vu des Kirk & Kirk sur l'acteur Robert Downey Jr., par exemple. Ah oui. Ou la chef britannique Tip Woolith, très connue là-bas. Richard Ayoade, l'acteur et humoriste. Même le rappeur Young Thug. Ah d'accord, un panel assez large finalement. Oui, très éclectique. Ça montre bien que ça touche des gens qui cherchent l'originalité et la qualité, peu importe leur domaine. Alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qui fait que Kirk, c'est vraiment à part? C'est pas juste un seul truc, comme le matériau ou le design? C'est exactement ça. Le vrai truc différenciant chez Kirk & Kirk, c'est la synergie. C'est un système cohérent où tout se renforce. Comment ça? L'héritage centenaire d'innovation, ça légitime les choix audacieux d'aujourd'hui. Le matériau K-Lite unique y permet des designs expressifs qui seraient impossibles ou inconfortables sinon. L'artisanat français hyper soigné y sublime le matériau et le design. L'ingénierie précise assure la durabilité et le confort. Les petits détails comme les pins ajoutent une touche d'histoire, d'unicité. C'est cette alchimie complexe, cet écosystème de valeurs et de savoir-faire qui crée une proposition vraiment unique sur le marché. D'accord. Et si on devait lister les avantages clés pour la personne qui les porte, ça donnerait quoi? On aurait un confort exceptionnel grâce à la légèreté du K-Lite, même avec des grosses montures. Une durabilité et un maintien de forme meilleurs que l'acétate, des couleurs et une translucidité unique, une fabrication artisanale française top niveau, un design audacieux pour exprimer qui on est, une ingénierie solide pour le quotidien, et puis le sentiment de porter un objet qui a une âme, une histoire, le fruit d'une lignée d'innovateurs. En conclusion, on peut vraiment dire que Kirk & Kerk, ils vendent pas juste des lunettes, mais ils proposent vraiment de l'art à porter. C'est ça. C'est cette fusion réussie entre une innovation qui vient de loin, un matériau qui change la donne, un artisanat d'exception et une invitation à être soi-même. Ils occupent, c'est sûr, une place très spéciale, résolument créative, qualitative, dans le monde parfois un peu convenu de la lunetterie de luxe. Leur histoire prouve qu'on peut encore innover en profondeur, se forger une identité forte en restant fidèle à ses valeurs. C'est assez inspirant, je trouve. Et tout ça, ça m'amène à une réflexion, en fait. On parle beaucoup de l'objet, de comment il est fait, de son look, mais au-delà de ça, comment le fait de choisir et de porter tous les jours un objet aussi visible, aussi personnel, et qui est chargé d'une telle histoire familiale, matérielle, artisanale, comment ça peut influencer pas seulement l'image qu'on a de soi, mais aussi la façon dont on interagit avec les autres. Est-ce que porter une pièce d'artisanal unique, qui raconte quelque chose, est-ce que ça change, même subtilement, notre façon d'être au monde? C'est une excellente question, qui ouvre d'autres portes sur notre rapport aux objets, à l'image de soi. Une piste de réflexion passionnante sur laquelle on va conclure notre exploration d'aujourd'hui.